Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième webinaire d'une série de 3 webinaires sur les outils d'évaluation en innovation sociale. Aujourd'hui, on va parler de définir le niveau de maturité de projet en innovation sociale. Mon nom est Marie-Chantal Paquette, je suis directrice du Réseau québécois en innovation sociale. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'être là avec vous pour ce webinaire. C'est une co-construction avec une trentaine de partenaires que ces outils ont été construits. Vous trouverez ces outils sur le site web du RQIS ainsi que les 3 webinaires. L'outil présenté aujourd'hui va aider à situer le projet dans différentes phases du cycle de vie d'une innovation sociale en fournissant des indicateurs permettant de déterminer le niveau auquel le projet ou les projets se situent. Il s'agit d'un projet qui a été développé dans le cadre des outils d'évaluation en innovation sociale avec le CITREC, le TIES, Humanovis, ainsi que financé par le ministère de l'Innovation, l'Économie et de l'Innovation. Je vais laisser la place maintenant à Gabriel Salté-Dubois du TIES, qui sera votre animateur pour ce webinaire. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon webinaire. Donc aujourd'hui, on a David Lontin qui va nous faire une présentation d'une vingtaine de minutes sur l'outil, un outil costaud qui est le cycle de vie, le schéma du cycle de vie d'innovation sociale et l'outil pour évaluer où se situe notre projet d'innovation sociale dans ce cycle de vie. Puis ensuite, il y aura un témoignage d'environ 5 minutes par José Baudouin. Donc, sans plus tarder, là, David, un petit peu de bio de David. David est récemment complété son doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Il travaille sur plusieurs projets de recherche actuellement, celui qui nous rassemble aujourd'hui, mais aussi d'autres projets en lien notamment avec le CRIS, le Centre de recherche sur les innovations sociales. Donc, à toi la parole, David. Merci, Gabriel. Je vais partager à l'écran une présentation PowerPoint. Comme ça va faciliter le suivi de ce que je dis. Donc, comme vous l'avez dit à la fois Marie-Chantal et Gabriel, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 outils qui sont complémentaires, qui ont été conçus dans le cadre du projet Outils d'évaluation en innovation sociale. C'est-à-dire, d'une part, le schéma du cycle de vie d'une innovation sociale, puis d'autre part, la grille d'évaluation du niveau de maturité d'un projet avec un potentiel d'innovation sociale. Donc, si je veux résumer rapidement les objectifs du projet, le projet visait en fait à construire avec des acteurs de l'écosystème de l'innovation sociale au Québec des outils d'évaluation qui permettent de mieux comprendre ce que sont des innovations sociales, de favoriser des projets qui visent à les faire progresser, d'où cette volonté de se situer dans un cycle de vie et d'identifier les meilleurs moyens pour les soutenir. Donc, rapidement, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous présenter les 2 outils qui vont permettre de situer des projets concrets dans le cycle de vie d'une innovation sociale. Donc, d'abord, on va retracer ensemble plutôt le contexte dans le cadre duquel les 2 outils ont été développés, puis les objectifs qui étaient poursuivis. Deuxièmement, je vais vous présenter les sources d'inspiration qui ont servi de point de départ aux outils et aussi la démarche de co-construction qui a permis leur élaboration. Troisièmement, on va voir ensemble la manière dont sont organisés les 2 outils en insistant sur le caractère complémentaire et donc leur utilisation conjointe. Puis enfin, je vais montrer comment on peut utiliser la grille en donnant un exemple de critères qui permet d'évaluer le niveau de maturité d'un projet. Donc, comme lors du premier webinaire, pour ceux qui ont déjà assisté, je vais débuter en rappelant le contexte qui a mené au développement des outils qui sont présentés aujourd'hui. Je vais toutefois être un peu plus bref que lors du premier séminaire. Donc, si vous êtes intéressé par cette contextualisation-là, je vous invite à consulter en ligne le premier webinaire qui est intitulé « Caractériser un projet avec un potentiel d'innovation sociale » pour avoir plus de détails. Donc, dans la dernière décennie, en fait, au Québec, les acteurs de l'écosystème de l'innovation sociale ont exprimé à maintes reprises le souhait d'avoir des outils pour évaluer les innovations sociales qui soient mieux adaptés aux besoins de leurs organisations. Donc, avec cet objectif-là, à l'automne 2020, le projet Outils d'évaluation de l'innovation sociale a été lancé. Le projet est financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, puis est porté conjointement par Humanovis, le RQIS, le CITREC et le TIES en collaboration avec divers autres partenaires.
En 2021, une revue littérature et des pratiques en matière d'évaluation des innovations sociales a été réalisée aussi. Donc, dans ce cadre-là, on a rencontré notamment 6 groupes de discussion qui se sont réunis pour échanger sur le rôle de soutien qu'ils apportaient à des projets d'innovation sociale, mais aussi des pratiques d'évaluation que ces organismes mettaient en œuvre. Et donc, on a recueilli aussi par le fait même leurs attentes en matière d'outils d'évaluation. En novembre 2021, après une présentation des résultats de la recension auprès des différents participants du projet, on les a également consultés sur les différentes propositions d'outils qui se dégageaient de la revue littérature. Donc, après la publication de cette revue littérature qui a été publiée en janvier 2022, 2 groupes de travail ont été formés et de février à mai 2022, une trentaine de représentants et de représentantes d'organismes se sont réunis lors de 10 ateliers pour co-construire les 5 outils qui avaient été proposés. Puis en septembre dernier, donc, les outils ont été officiellement présentés, ce qui a marqué la fin du projet. Donc, après ce bref récapitulatif, disons, des étapes qui ont mené à la création des différents outils, je vous présente brièvement les 5 outils. D'une part, on a une grille de caractérisation d'un projet avec un potentiel d'innovation sociale qui vise à évaluer le potentiel d'une innovation sociale d'un projet, généralement en début de parcours. En fait, cette grille-là, elle a fait l'objet du webinaire précédent. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite encore à aller le consulter. Deuxièmement, 2 autres outils dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire le schéma du cycle de vie d'une innovation sociale et la grille d'évaluation du niveau de maturité d'un projet avec un potentiel d'innovation sociale. Au prochain webinaire, on va parler du tableau sur les approches évaluatives en fonction du niveau de maturité d'un projet d'innovation sociale qui sert en fait de guide dans le choix d'une approche d'évaluation qui serait adaptée à un projet en fonction de l'étape où le projet est rendu. Et enfin, on a également produit un glossaire des termes qui sont employés dans ces différents outils pour assurer que leur signification soit claire et aussi pour développer un langage commun aux acteurs de l'écosystème de l'innovation sociale et que la communication sur les questions d'évaluation de l'innovation sociale soit facilitée. Donc, si on en vient à notre sujet d'aujourd'hui, les 2 outils qui vont de pair, le schéma du cycle de vie et la grille d'évaluation du niveau de maturité d'un projet avec un potentiel d'innovation sociale. En fait, l'objectif de ces 2 outils-là, c'était d'aider les personnes qui l'utilisent à déterminer à quelle étape du développement d'une innovation sociale se situe un projet concret. Donc, la grille est en fait une réponse au Technology Readiness Levels, qui est un outil qui a été conçu pour évaluer puis décrire l'avancement de projets davantage d'innovation technologique, donc en la mesurant sur une échelle de 9 niveaux de maturité d'une technologie. La grille proposée aujourd'hui se veut donc un outil mieux adapté aux spécificités qui sont propres au processus d'innovation sociale. La grille, évidemment, ne vise pas à évaluer la qualité d'un projet, ni à lui attribuer un score, mais seulement à évaluer à quel niveau de maturité dans le cycle d'une innovation sociale un projet se situe. Donc, c'est un objectif bien précis. Les 2 outils sont le fruit d'un processus de co-construction qui a été mené dans le cadre d'ateliers de travail avec une communauté de personnes qui s'intéressent à l'innovation sociale. Donc, 2 groupes de travail, comme je l'ai dit antérieurement, ont été mis sur pied en fonction des intérêts des participants. Le second groupe de travail, qui s'est réuni à 6 reprises, avait justement pour objectif de revisiter le schéma global d'un processus d'innovation sociale qu'avait développé à l'époque le RQIS pour s'assurer que les phases décrites correspondaient bien à leurs pratiques actuelles. Également d'élaborer sur la base de cette compréhension commune une grille d'évaluation du niveau de maturité d'un projet avec un potentiel d'innovation sociale et finalement de concevoir un outil qui croise les approches évaluatives en fonction du niveau de maturité du projet d'innovation sociale évalué, ce qui va faire l'objet du prochain webinaire. Donc, en plus des animateurs, dans ce groupe de travail, en fait, on avait des représentants de divers organismes que j'aimerais nommer, notamment d'Axelis, d'École en réseau, du Centre de recherche sur les innovations sociales, du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, du Conseil de l'innovation, de la Fondation Lucien-André Chagnon, du Manovis, de l'Institut du Nouveau Monde, du Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, du Laboratoire en innovation ouverte, du ministère de l'économie et de l'innovation, du Réseau en
québécois d'innovation sociale et de territoire innovant en économie sociale et solidaire. Donc, ça fait le tour des participants qui ont participé à ce second groupe. Si je vous explique un peu en bref la façon dont s'est déroulé le processus de construction, en fait, lors des 2 premiers ateliers, les participants ont travaillé surtout à schématiser les étapes de développement d'un projet d'innovation sociale en s'inspirant comme point de départ du schéma du RQIS qui avait été produit en 2014 et des grandes phases du processus d'innovation sociale qui avaient été identifiées dans la revue littérature réalisée en 2021. Une fois cette première étape franchie, une première version d'une grille d'évaluation du niveau de maturité d'un projet a été proposée aux différents participants lors des ateliers 3 et 4. La grille s'inspirait, outre des phases du cycle de vie d'innovation sociale qui avaient été identifiées dans le nouveau schéma, de l'échelle de maturité de projets d'innovation sociale qui sont soutenus notamment par la Maison de l'innovation sociale. Donc, cette première version a servi de document de travail. Les participants ont donc retravaillé le contenu, la formulation, la priorisation ou l'organisation des différents éléments qui font partie à la fois du schéma, mais également de la grille. Ils ont aussi testé leur utilisation sur des projets soutenus par leur organisation. Entre chaque atelier, les propositions faites par le groupe de travail étaient intégrées graduellement à l'outil en développement, puis retravaillées à l'atelier suivant. Donc, ce travail de construction a mené au schéma et à la grille finale que je vais vous présenter aujourd'hui. La grille de maturité contient 12 niveaux de maturité d'un projet organisé selon 4 principales phases du cycle de vie d'une innovation sociale. Donc, chacun des niveaux comprend un critère qui sert à décrire le niveau de maturité et des propositions d'indicateurs qualitatifs qui permettent de vérifier si le projet a atteint le niveau de maturité décrit. On a produit 2 versions de cette grille, une version détaillée et une version synthétique. Donc, dans la version détaillée de la grille, on a les indicateurs. Les indicateurs peuvent être répondus par un simple oui ou non, comme une liste de vérification. Par contre, je tiens à noter qu'il est utile de prendre des notes qui décrivent les éléments du projet, qui permettent de le situer à chacun des niveaux de maturité, pas de simplement répondre oui ou non à chacun des critères. En fait, ces notes-là, elles permettent d'apporter des nuances, de mieux situer le projet dans le cycle de vie d'une innovation sociale et donc de le documenter pour éventuellement s'en servir dans le cadre de rapports, par exemple. Donc, pour des fins de clarté, les niveaux de maturité de la grille se succèdent en ordre, un après l'autre. Par contre, tout le monde sait qu'une innovation sociale ne suit pas un processus qui est linéaire. Donc, pour cette raison-là, les différents niveaux de maturité sont aussi identifiés dans le schéma par les mêmes numéros que vous allez retrouver également dans la grille, ce que j'ai représenté par les petits ronds rouge, vert, bleu et mauve sur le schéma et dans la grille. Donc, le schéma montre aussi qu'il y a souvent des allers-retours entre plusieurs des étapes d'une innovation sociale. Par exemple, lorsqu'on va réviser le problème ou la solution qui était envisagée suite à une première expérimentation où, dans le fond, il y a des changements qui se produisent. Aussi, il faut souligner qu'un projet concret franchit rarement tous les niveaux de maturité. En fait, c'est souvent la suite d'un projet antérieur ou bien le projet lui-même ne vise pas à franchir toutes les étapes. Donc, lorsqu'on utilise la grille ou le schéma, on peut donc réfléchir à la fois à quel niveau de maturité se situe un projet, à quel niveau de maturité les projets antérieurs qui l'ont précédé avaient franchi, puis à quel niveau de maturité on souhaite atteindre dans le projet. Donc, on va voir maintenant plus en détail chacun des niveaux de maturité qui correspond aux 4 grandes phases d'une innovation sociale. Donc, la première phase correspond à l'émergence d'une innovation sociale. Elle comprend 4 niveaux de maturité qui décrivent en fait les activités qui sont menées durant cette phase par les acteurs d'un projet. Les niveaux de maturité sont indiqués par des numéros et des lettres. Si je les énumère, si on veut, un après l'autre, on a d'une part l'exploration du problème, du besoin, de l'aspiration ou de l'opportunité.
par un ou des parties prenantes. On a ensuite la mobilisation des parties prenantes dans une démarche de concertation pour identifier des personnes ou des organisations qui pourraient être porteuses du projet. On a au troisième niveau l'exploration d'une solution dans le cadre de laquelle les porteurs élaborent une stratégie de réponse aux besoins par une démarche de co-création. Et enfin, on a le design et le prototypage d'une solution lors desquels sont précisées la nature de la stratégie, la méthodologie de sa mise en application et l'impact qui est visé. Donc, suite à cette première phase terminée, le problème va être approprié par les parties prenantes et une étape intermédiaire va avoir lieu en général qui consiste en fait à mettre en place les conditions nécessaires pour l'amorçage du projet. Par exemple, réunir les ressources financières, les ressources humaines ou en termes de temps, s'associer à des partenaires d'expérimentation ou de développement ou bien réfléchir à la propriété de la solution qui est envisagée. À ce moment-là, la solution proposée va être prête à être expérimentée. Il faut quand même souligner qu'il se peut que la concertation entre les parties prenantes n'ait pas mené à une entente sur le problème ou sur ses solutions, ce qui peut mener, dans certains cas, à la fin du projet. Donc, une fois cette première phase réussie, on entame l'expérimentation du projet qui chemine à travers 3 niveaux de maturité dans lesquels il y a des possibles allers-retours, comme c'est représenté dans le schéma à l'écran. Donc, d'abord, les porteurs du projet vont élaborer une stratégie d'expérimentation avec les parties prenantes. Ensuite, ils vont réaliser des activités pour expérimenter cette stratégie qui a été élaborée et recevoir des rétroactions des différentes parties prenantes, ce qui va permettre de faire un bilan et d'adapter les solutions. Ce processus qui se veut itératif, donc qui se veut par aller-retour en boucle, va mener à terme à une appropriation de la stratégie par le milieu preneur immédiat qui était ciblé par le projet, ce qu'on appelle l'appropriation de proximité. Donc, cette seconde phase-là peut aussi mener à réviser le problème qui était visé et la solution envisagée. Bref, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des allers-retours entre la phase d'émergence qu'on a vue antérieurement et cette phase d'expérimentation, ce qui est représenté dans le schéma par des flèches de rétroaction entre les 2 phases. Elle peut aussi ne pas mener à une maturation des solutions, ce qui signifierait la fin du projet. Par contre, si la phase d'expérimentation mène à une appropriation qui est réussie de la solution, à ce moment-là, le projet peut être déployé sur une forme plus stabilisée. Donc, suite à une évaluation de son potentiel et de l'identification de partenaires, le projet, ou bien un projet subséquent qui donnerait suite, par exemple, peut chercher, par exemple, à pérenniser les nouvelles pratiques ou à assurer leur changement d'échelle. Et donc, on passerait à une nouvelle phase. Dans la phase de pérennisation ou de changement d'échelle, le projet peut se situer à 3 niveaux de maturité distincts. D'abord, les porteurs du projet vont élaborer une stratégie qui vise à permettre une diffusion, une pérennisation ou bien une appropriation plus étendue du projet, voire même une transformation sociale. Dans un second temps, cette stratégie va être mise en œuvre auprès des milieux preneurs pour permettre un approfondissement ou une diffusion du projet. Puis, troisièmement, si le projet se pérennise ou se diffuse, ça va permettre une appropriation étendue auprès du milieu preneur en inscrivant les nouvelles pratiques dans les habitudes, en renforçant les capacités des différents acteurs impliqués et en assurant une durabilité des effets de l'innovation sociale sur du plus long terme. Donc, lors de cette troisième phase, il se peut que de nouveaux problèmes soient identifiés ou que les solutions envisagées dans le milieu preneur initial doivent être révisées. Cette situation-là peut conduire à explorer de nouveaux problèmes ou de nouvelles solutions ou à adapter le projet à un nouveau contexte. C'est ce qu'on appelle dans la littérature la refocalisation sur l'innovation sociale. Donc, dans ces cas-là, une nouvelle phase d'émergence va être relancée où le projet peut expérimenter de nouvelles solutions. Enfin, il se peut aussi que les conditions nécessaires à la pérennisation ou au changement d'échelle ne soient pas réunies et donc que le projet prenne fin sans atteindre ses objectifs.
La dernière phase correspond à l'institutionnalisation d'une innovation sociale. Donc, cette institutionnalisation peut passer essentiellement par deux voies distinctes qui correspondent à deux niveaux de maturité d'un projet. Donc, premièrement, un travail institutionnel peut être réalisé lors duquel les porteurs du projet vont mener des activités auprès d'acteurs institutionnels et politiques pour faire reconnaître le projet, pour modifier les lois, règlements ou politiques, ou bien pour assurer un financement à plus long terme. Deuxièmement, un projet peut aussi développer ses propres normes ou règles, par exemple en produisant des référentiels qui doivent guider les nouvelles pratiques. Dans ce cas-là, on parle plus d'une auto-institutionnalisation. Donc, la phase d'institutionnalisation est en fait plus rare. Il y a peu de projets qui se situent à ces niveaux de maturité. En fait, une innovation sociale peut prendre plusieurs décennies avant de s'institutionnaliser, c'est important de le dire, et ce, souvent à travers de multiples projets qui vont y contribuer. On n'a qu'à penser, par exemple, aux garderies populaires qui ont émergé dans les années 70 puis qui sont devenues les CPE qu'on connaît actuellement. Donc, avant de terminer, j'aimerais vous montrer un peu comment appliquer la grille à un projet concret en prenant un exemple. Une manière de faire consisterait à vérifier pour chacun des niveaux de maturité décrits si le projet analysé répond aux critères à l'aide des indicateurs qui sont proposés. Donc, on applique la grille dans l'ordre des niveaux de maturité en répondant par oui ou par non et en prenant des notes qui permettent de documenter les niveaux de maturité qui sont atteints. Il est important de noter aussi que certains niveaux de maturité peuvent avoir été atteints par des projets antérieurs. Donc, lorsqu'on ne peut plus répondre par oui, ça indique que le projet n'est pas rendu au niveau de maturité où on a répondu non. Donc, l'objectif d'un projet, c'est évidemment de faire progresser les pratiques jugées innovantes qui sont portées par le projet à un niveau de maturité plus élevé et pas nécessairement de franchir tous les niveaux de maturité de la grille. Donc, si je prends mon exemple, un projet qui serait situé à la phase d'émergence, qui a amorcé une consultation auprès des parties prenantes pour mieux comprendre un problème et réfléchir à des solutions, mais qui n'a pas encore réussi à obtenir d'engagement de la part de certains d'entre eux, se situerait au niveau de maturité 1B. Donc, on pourrait se demander, par exemple, pour évaluer sur le premier critère, si une ou des parties prenantes ont identifié ou défini un problème, un besoin, une aspiration sociale ou une opportunité, et vérifier si on a des traces écrites, par exemple des rapports, des courriels, des notes, qui définissent le problème, le besoin, l'aspiration. Si ces traces écrites s'appuient sur de la documentation ou sur des consultations auprès du milieu preneur. Donc, si c'est le cas, le projet va avoir atteint le niveau de maturité 1A, c'est-à-dire l'exploration d'un problème, besoin ou aspiration. On peut ensuite se demander si les parties prenantes affectées ou qui peuvent intervenir sur le problème se sont mobilisées dans une démarche de concertation pour identifier des porteurs de projets, ce qui correspond au niveau de maturité 1B. Donc, différents indicateurs permettent de vérifier si le niveau d'avancement quel est le niveau d'avancement à cet égard-là. Par exemple, si les principales parties prenantes ont été identifiées, si une démarche de concertation a été complétée auprès de ces parties prenantes et enfin, si des personnes ou des organisations désirent s'impliquer pour porter le projet. Donc, dans notre exemple, les parties prenantes auraient bien été identifiées et auraient participé à définir le problème à travers une démarche de concertation, mais la démarche n'aurait pas réussi à obtenir un engagement de certains d'entre eux pour porter le projet. Et donc, le projet serait toujours situé au niveau de maturité 1B, c'est-à-dire à l'étape de mobiliser des parties prenantes pour une démarche de concertation, mais l'étape serait toujours en cours, elle ne serait pas terminée. Donc, l'objectif serait, dans ce cas-là, d'obtenir des engagements des partenaires du projet pour poursuivre avec les étapes suivantes, qui seraient élaborer une stratégie de réponse aux besoins et donc faire un prototype. Donc, c'est un exemple relativement sommaire. Évidemment, il faut qu'il soit adapté à chacun des projets que vous analyseriez avec cette grille-là. Il faut souligner que la grille peut servir en fait à situer le niveau de maturité atteint par des projets antérieurs, je le répète, par ceux qui sont atteints par le projet actuel, puis aussi à préciser le niveau de maturité visé par un projet, donc le niveau qu'on voudrait atteindre, et prévoir les niveaux de maturité qui pourraient être visés par un futur projet. Donc, il y a différentes utilisations possibles.
C'est ce qui conclut ma présentation, en fait, aujourd'hui. Avant de répondre à vos questions, dans le fond, je vais passer la parole à Gabriel pour la suite des choses. Merci. Merci, David. Oui, effectivement, je réitère que le but du webinaire aujourd'hui, c'est bien sûr de faire une présentation sommaire de l'outil que vous pouvez consulter en ligne, mais c'est surtout de donner l'occasion de poser des questions. Donc, ne vous gênez pas. Là, en ce moment, il n'y a pas encore de questions qui sont rentrées, mais il vous reste quelques minutes pour les formuler. Pendant ce temps-là, je vais passer la parole à José Baudouin. José travaille sur la thématique des usages du numérique depuis de nombreuses années. A travaillé longtemps au CIFRIO comme vice-présidente à l'innovation au transfert et elle a également fondé le projet École en réseau. Et elle a par ailleurs longtemps siégé au CA du RQIS là, depuis sa création, je crois. Donc, José va prendre quelques minutes pour parler un peu de comment ça vient répondre à une demande qui était formulée dans le réseau du RQIS d'avoir une compréhension commune des niveaux de maturité d'un projet d'innovation sociale. Puis elle va aussi parler un peu du projet École en réseau et comment on peut arriver aux étapes de mise à l'échelle et d'institutionnalisation d'un projet d'innovation sociale peut occasionner là, des défis. Donc, à toi, José. Merci, Gabriel. Je vais faire ça quand même de façon assez brève. Je ne suis pas sûre de parler beaucoup d'écoles en réseau, mais je pourrais répondre aux questions à ce niveau-là par la suite. Écoutez, moi, je me suis impliquée au RQIS, ça fait 15 ans. Puis je réalise là, que c'est aussi loin que ça, 15 ans. On documentait des projets au RQIS à l'époque et École en réseau avait été l'un des projets. C'est comme ça que j'ai pris connaissance du RQIS et j'ai beaucoup aimé le contact avec tout le monde au RQIS. Puis je me suis impliquée parce que j'avais besoin de partager des savoir-faire dans la gestion de l'innovation sociale parce que je conduisais des projets d'innovation sociale et technologique. C'était tout le temps des choses nouvelles dans des écosystèmes très complexes et j'avais pas de réponse dans les méthodes habituelles en gestion de projet nécessairement parce qu'il y avait des enjeux politiques, des enjeux de l'environnement d'affaires, il y avait des enjeux de toutes sortes qu'on n'a pas dans la gestion de projet traditionnelle. Puis moi, mon référentiel, c'était la gestion de projet traditionnel. Alors, le contact au RQIS a été très intéressant pour échanger, pour apprendre des autres, questionner des processus. Et déjà, à l'époque, on rêvait d'un TRL en innovation sociale qui soit un peu le reflet du TRL en innovation technologique. Moi, j'en aurais eu besoin en 2005, je vous dirais. Comme le métier aussi de l'innovation, c'est un métier de transfert de connaissances, il y avait cette couche de transfert aussi qui se rajoutait. Et donc, le RQIS a été extrêmement significatif pour moi jusqu'à récemment là, dans la connaissance, le partage et l'émulation, dans le fond, entre les uns et les autres et les différents secteurs qui étaient représentés. Pour moi, ça a été extrêmement important. Quand je regarde les résultats des outils qui ont été développés, je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai pris part à l'exercice avec beaucoup d'intérêt et je vous dirais que le résultat de ça, si on l'avait eu en main avant au Québec, il y a probablement bien des projets qui se seraient rendus jusqu'à la dernière étape parce que Dieu sait que le Québec est une terre de projets pilotes qui, une fois le financement fini, tombe à l'eau. Au désespoir de tout le monde. Ça fait même partie des stratégies du personnel des fois en santé d'aller dans un projet pilote parce qu'ils vont avoir du temps puis de l'argent puis du financement pour faire autrement puis apprendre. Malheureusement, ces projets-là ensuite s'institutionnalisent très mal. Or, si on avait eu ça il y a 20 ans, je pense que peut-être que le portrait de certains secteurs serait pas le même aujourd'hui. Moi, c'était surtout l'institutionnalisation qui m'interpellait, même à l'époque, au début au RQIS, parce qu'il n'y avait rien là-dessus. Pas grand monde en parlait. Puis j'avais un cas entre les mains avec École en réseau qui demandait à ce qu'on passe à cette étape-là. Et c'était un écosystème très complexe, École en réseau, avec des chercheurs de plusieurs sous-ministériats du ministère, les commissions scolaires, les parents et bien sûr le monde scolaire, les enseignants, les élèves.
Or, le besoin de l'institutionnaliser demandait de regarder les choses de toutes sortes de manières et je trouve que la grille des outils qu'on voit aujourd'hui reflète effectivement quels sont les prérequis et les défis puis la maturité à laquelle on va arriver. Mais je voudrais juste pointer deux petites choses particulières. Moi, j'ai vu tout le pouvoir que ça avait quand on est à l'état de l'institutionnalisation, non seulement de l'anticiper, de le concevoir dans sa tête, puis d'en parler, puis d'échanger informellement là-dessus, de le rêver, puis de le rêver avec les autres parties prenantes. Ensuite, de le documenter, parce que quand on le documente, que ce soit par un comité de travail, par l'analyse qu'on fait d'une convention collective, d'une loi québécoise, puis on fait une synthèse de ça, puis qu'on repartage ça avec d'autres, puis avec les autorités publiques, le fait de documenter, ça met le monde en confiance et ça les mobilise en même temps, même bien avant qu'il y ait de l'argent de plus qui soit donné. Alors, négligeons pas le pouvoir de documenter l'institutionnalisation pour l'effet que ça a sur la légitimité de la suite des choses. Puis c'est ça qu'on veut quand on est à l'étape de planifier l'institutionnalisation. Je vous dirais aussi la mobilisation de toutes les ressources, là. Les gestionnaires, l'argent, le monde de terrain, le temps qu'on a besoin pour aller plus loin. Tu sais, il y a un paquet de choses à mobiliser quand on rêve de l'institutionnalisation, puis ça se travaille d'avance, puis ça se travaille de toutes sortes de manières et il faut surtout l'exprimer puis mobiliser les gens autour de ça. Il ne faut pas que ce soit une étape qui arrive après, ben là, il faut qu'on pense à ça. Il faut que ça fasse partie intégrante. Nous, on a commencé le projet en 2002 en expérimentation, émergence, expérimentation 2002-2003. Puis je vous dirais que déjà en 2004-2005, la planification de l'institutionnalisation commençait à prendre forme, pas du côté de la recherche, mais du côté du CFRIO, parce que c'était notre métier d'arriver à ça. Alors, voici donc pour École en réseau ce que je voulais partager avec vous. Puis en conclusion, moi, ce que je voudrais aussi dire à tout le monde, c'est que ce qui est là dans les outils, ça ne sert pas juste à l'innovation sociale. Ça devrait être réinjecté dans des organismes qui s'occupent de gestion de projet. Je pense à l'Institut PMI qui accrédite les capacités en gestion de projet, mais aussi partout. Parce que vous savez, partout dans les organisations puis dans les entreprises aussi, on travaille en gestion de projet. La gestion de projet, elle fait partie maintenant de la culture de travail dans toutes les organisations. Et là, ce qu'on a ici, c'est des niveaux de maturité dans un cycle de gestion de projet. C'est sûr qu'il y a des particularités à l'innovation sociale qui sont dedans, mais je pense qu'on vient rehausser l'arsenal des instruments de la gestion de projet traditionnelle avec ce qui est là et qu'autant des PME industrielles que des services publics pourraient apprendre de ça puis s'en inspirer dans la conduite de leur propre projet. Alors, bravo à toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. Merci beaucoup, José. J'espère que ton invitation va être entendue. On va passer aux questions. Il y en a quelques-unes qui sont rentrées. Donc, des questions qui sont principalement à l'intention de David qui a fait la présentation, mais José aussi, tu peux te permettre d'intervenir, tout comme les panélistes que vous n'avez pas vus encore. Là. Donc, on a Marie-Chantal du RQIS, Maude Nadeau du CETREC et Andréane Paquette de Manovis. N'hésitez pas si vous avez quelque chose à dire. Donc, on a une première question de Nathalie Saint-Pierre que je vais... Oui, c'est ça. Donc, lors de la revue de littérature qui a été faite l'an dernier, est-ce que vous avez trouvé des délais habituels d'implantation d'innovation sociale? Donc, si je paraphrase, là, David, est-ce que tu oses t'avancer sur un temps moyen pour passer d'une étape à l'autre dans un projet type d'innovation sociale? Ben, ma réponse brève, c'est non. C'est-à-dire que lors de la revue littérature, l'objectif vraiment, c'était de bien arriver à différencier ces étapes-là telles qu'elles sont présentées dans la littérature. On n'a pas mis un accent sur essayer de déterminer est-ce qu'il y avait des délais, disons, moyens qu'on retrouvait dans la littérature sur ces éléments-là. Je pense que pour déterminer ça, on pourrait avoir une vue un peu impressionniste, mais il faudrait faire carrément, moi je suis du milieu de la recherche, là, donc il faudrait faire de la recherche pour voir réellement sur une quantité de données assez élevée
disons, le temps que prend chacune des étapes dans différents projets, parce que c'est très variable. Mon expérience d'avoir lu des tonnes d'études de cas là, sur l'innovation sociale au Québec, c'est très, très variable. C'est selon les étapes. Puis comme je le disais, il y a des innovations sociales qui peuvent prendre 30, 40 ans avant de se rendre à l'institutionnalisation. Puis il y en a qui ne s'y rendent pas. Il y en a dont ce n'est pas l'objectif. Donc, c'est très difficile de déterminer un temps moyen. C'est très variable en fonction des objectifs des projets, en fonction des ressources, des acteurs mobilisés, etc. Mais bon, on est quand même dans un ordre de grandeur. Puis l'ordre de grandeur, c'est prévoir au moins quelques années. Oui, oui, quelques années, ça c'est certain. Mais pour faire l'ensemble du cycle, j'ai rarement vu des cas que ça prenait pas au moins une dizaine d'années passer à travers les différents cycles, à travers différents projets. Mais bon, ça, c'est ma connaissance Ouais, et personnelle. donc ça c'est quelque chose que tu avais dit, c'est qu'une innovation sociale, puis un projet qui a un potentiel d'innovation sociale, il y a une petite nuance, c'est que le projet à potentiel d'innovation sociale, il essaye de faire progresser l'innovation sociale dans son cycle. Donc, souvent, là, parce qu'on travaille dans un monde où on demande des subventions, on monte des projets, puis c'est des projets qui sont sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, quand on est chanceux, ben, il faut les penser comme des projets qui permettent de prendre l'innovation sociale qui existe déjà ou qui a le potentiel d'advenir, puis on la fait avancer sur son cycle de vie. Donc, on peut la prendre à une étape où était seulement les gens on était dans l'idéation, puis là, ben, on la formalise, on rassemble du monde, on établit un prototype, puis là, on commence à le tester. Puis après ça, ben, quelqu'un d'autre pourra vraiment mettre en œuvre ce prototype-là, puis mener une phase d'expérimentation en bonne et due forme, là. J'enchaîne avec une autre question. Est-ce que de Anne-Claude Mijon, est-ce qu'un volet autodiagnostic a été élaboré pour les porteurs de projets afin d'engager un dialogue entre des conseillers, entre les porteurs d'innovation sociale et les personnes qui les aident? Donc, concrètement, là, comment on l'utilise, l'outil? Est-ce que il peut servir d'outil d'autodiagnostic? Oui, certainement. Je pense que ça peut servir de ça. Une des choses que je n'ai pas insisté dans ce webinaire-ci, mais que j'avais insisté dans l'autre webinaire avant, c'est que les outils qui sont développés aussi, il faut les prendre comme euh, comment est-ce que je peux dire ça? Des pistes de réflexion aussi sur les projets. Donc, ça sert à situer le projet dans le cycle de vie d'une innovation sociale, puis à réfléchir collectivement entre les différentes personnes qui participent au projet pour essayer de diagnostiquer justement à quelle étape se situe leur projet. Puis on peut réfléchir sur qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui contribue à faire avancer, a contribué à faire avancer à certaines étapes et donc développer un autodiagnostic. Mais c'est certain qu'on n'a pas développé un outil comme un questionnaire qui permettrait de mener ces discussions-là. Mais à mon avis, c'est tout à fait possible d'utiliser l'outil dans ce sens-là pour essayer d'évaluer disons, les conditions favorables et défavorables qui ont permis de passer d'une étape à l'autre, par exemple. Et je rajoute quelque chose que je gardais pour la fin, mais les outils qu'on présente dans le cadre de la série de webinaires là, ce mois-ci, c'est c'est la fin du projet pour nous. Notre démarche était sur 2 années, mais on peut, si on appliquait notre propre grille à nous-mêmes, on peut dire qu'on est encore une étape d'expérimentation, une mise à l'échelle qui doit être faite, là. Donc, nous, on était plus au début. Puis les outils qu'on vous présente aujourd'hui peuvent être compris comme des prototypes. Donc, c'est une invitation à vous en servir, puis à les adapter selon vos besoins et votre réalité. Donc, si votre besoin, c'est d'avoir un outil plus détaillé qui pourrait être utilisé de manière autonome ou servir à lancer une conversation, faites-le. Là, nous, on a mis ça là, en format libre, là. Donc, à partir du moment où vous citez vos sources, vous avez le droit de vous en resservir du matériel qui a été développé dans le projet. Donc, j'enchaîne avec une autre question là, pour être sûr de pouvoir tout couvrir, là. Il y a Valérie Bélanger d'Axelis qui demande est-ce qu'il y a une réflexion qui a été faite pour viser une quelconque phase idéale afin d'entamer un processus de valorisation d'une innovation donnée?
Donc, j'imagine que Valérie pense à la situation d'Axelis en particulier, qui reçoit des projets de la recherche, des innovations potentielles, puis qui se demande à quel moment là, dans le cycle de vie, c'est le meilleur moment pour les accompagner. Mais il faut dire que ce n'était pas l'objectif, à mon avis, du projet, parce que ça dépend de ce que vous entendez aussi par valorisation. Je ne suis pas certain de bien saisir, parce qu'on peut prendre valorisation dans le sens de commercialisation d'une innovation, ce qui est usuel, par exemple, en innovation technologique. Là, on parle bien d'innovation sociale, donc il n'y a pas eu de... Si on pense valorisation dans ce sens-là, non, il n'y a pas eu de réflexion entamée autour de cette idée de valorisation d'innovation sociale. Maintenant, si c'est à savoir à quel moment est-ce qu'on accompagne un projet, bien, je dirais que différents projets peuvent être accompagnés à différentes phases de l'innovation sociale. Donc, c'est tout dépendant de l'accompagnement qui est donné. Souvent, en phase d'expérimentation, moi, je viens du milieu de la recherche, il y a un accompagnement, souvent des projets qui sont portés par des praticiens, par les milieux de recherche pour essayer justement de formaliser un peu le processus d'expérimentation puis permettre qu'il y ait un succès au niveau de l'expérimentation. Donc, cet accompagnement-là peut varier en fonction du type d'organisme qui accompagne un projet. Là. Merci. On passe à une question de C. Mongeau. Comment pouvons-nous situer l'innovation organisationnelle par rapport aux étapes de développement de l'innovation sociale? Est-ce que c'est une des étapes? Et est-ce que le même cheminement s'appliquerait? Ben, je vais parler dans les perspectives théoriques, si on veut, que je connais, qui sont celles du CRISE. Au CRISE, on différencie des types d'innovation. Donc, l'innovation organisationnelle est considérée comme un type d'innovation qui fait partie de l'innovation sociale, au même titre que ce qu'on appelle une innovation institutionnelle ou une innovation de produits ou de services ou une innovation de procédés. Donc, il y a différents types dans la littérature des innovations sociales. Puis, l'innovation organisationnelle peut se situer à chacune des étapes qui sont décrites dans l'outil qui est proposé, dans la mesure où ce n'est pas une étape spécifique. L'innovation organisationnelle, à mon sens, c'est un type d'innovation sociale qui est une innovation dans les modes d'organisation des rapports au sein d'organisations ou entre les organisations, pour simplifier. Okay. On a une question qui dépasse un peu la présentation d'aujourd'hui, mais comme on a le temps, on peut l'aborder. C'est Nathalie Saint-Pierre qui demande que pensez-vous de l'utilisation de la technologie comme accélérateur de l'innovation sociale? Bien, il n'y a pas une dichotomie stricte entre innovation technologique et innovation sociale. Il y a plusieurs innovations technologiques qui comprennent automatiquement une réorganisation des rapports sociaux. On n'a rien qu'à penser aux différentes, disons, à tout ce qui est réseaux sociaux, par exemple, qui ont émergé. Bien, ça redéfinit des rapports sociaux dans les sociétés actuelles. Donc, il y a des cas d'innovation technologique qui entraînent de l'innovation sociale. Il y a des cas d'innovation sociale qui ont besoin d'un support technologique dans certains cas. Ce n'est pas complètement séparé, ces deux types d'innovation. Puis, je pense que ça serait contre-productif de les séparer complètement. Donc, tout à fait, une technologie peut servir à faire avancer, accélérer une innovation sociale. Je pense que José a quelque chose à rajouter là-dessus, étant donné toute son expérience dans le domaine. Ben, écoutez, moi, j'ai passé 25 ans à faire ça, là, concrètement, là, avec des PME, avec des ministères, avec des écoles, avec toutes les composantes de la société. Puis la réponse, c'est sûr que c'est oui. La question importante, c'est on fait ça comment? Parce qu'on a vu des cas d'échec de ça quand les intérêts commerciaux d'un fournisseur de technologie dans un projet de changement social
venait, dans le fond, défaire les bénéfices qu'on recherchait. Ça s'est vu, ça s'est dit, ça a été documenté, des choses comme ça. Donc, c'est comment on concilie les deux en fonction de dans quel écosystème on est et comment on traite la technologie dans le projet lui-même. Il ne faut pas que ce soit la technologie, bien sûr, qui drive l'innovation sociale, mais en même temps, la technologie peut nous apprendre à faire autrement qu'on n'aurait peut-être pas imaginé qui pourrait apporter des bénéfices en termes d'impact social. Alors, c'est comme une espèce de jeu d'équilibre entre les deux choses et moi, j'y crois beaucoup à cette cohabitation entre l'innovation technologique et l'innovation sociale, mais il y a une façon de l'orchestrer qui va faire toute la différence dans les résultats. Il nous reste une question qu'on n'a pas l'habitude de, de recevoir. Donc, Nathalie qui demande aussi, avez-vous un bilan financier pour l'ensemble des fonds mobilisés pour le présent projet? Je vais peut-être diriger vers Andréane. Sans rentrer dans les détails, on a le droit de dire qui a financé la démarche puis à quelle hauteur. Oui, ben en fait, comme David le disait, puis on l'a répété au début, là, c'est vraiment un financement du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, il est venu financer le projet sur les 2 années. Voilà. Parfait, merci. Il nous reste 11 minutes. Profitez-en. Donc, s'il y a d'autres questions qui sont venues en cours de route, allez-y. Moi, je vais en poser une. Pas trop difficile, j'espère, là, juste pour continuer la conversation. Concrètement, là, pouvez-vous nous donner un exemple? Qu'est-ce que ça donne d'avoir maintenant un langage commun au niveau des niveaux de maturité? Donc, pour un Altis ou une autre organisation dont la job est de soutenir des projets d'innovation sociale, comment est-ce que vous pensez que ça va transformer notre pratique, là? Donc, ça, c'est une question pour Andréane, Maude ou moi-même, si vous n'avez pas d'idée. Puis, pour un porteur de projet d'innovation sociale, comment un porteur s'en sert de cet outil? Ben, c'est un référentiel. Moi, je pense qu'il faut voir ça comme un référentiel, un outil qui est un référentiel. C'est pas la conformité à l'outil qui compte, c'est de s'en servir intelligemment. Si notre projet, il y a des phases là-dedans où on est moins dans l'esprit qu'on trouve dans les outils, on ne change pas notre projet pour qu'il se colle à l'outil, là. Comprenez que c'est un référentiel, mais on a besoin de référentiels quand on est dans des environnements complexes puis dans des projets complexes à faire avancer avec des parties prenantes. Alors, plus on a des référentiels de qualité, bien, mieux on est servi pour avancer. Et on a toujours rêvé au Québec d'avoir un TRL plus axé sur l'innovation sociale que l'innovation technologique, parce que c'est le référent du ministère pour le financement, non pas juste des organismes, mais des projets aussi. Alors là, d'avoir une espèce de normalisation des étapes, des critères, des niveaux de maturité, moi, si j'étais du côté du ministère, je me servirais de ça pour venir encore mieux bonifier mon offre de programmes et de ressources financières à l'innovation au Québec. Je pense que c'est à l'avantage de tout le monde qu'on ait des outils plus avancés pour l'innovation sociale. Tout à fait d'accord. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ben, je rajouterais, en fait, les réponses que les participantes au cycle de co-construction nous ont données aussi. Je pense qu'un des avantages de l'outil, c'est d'être capable d'expliquer aussi les processus dans lesquels on s'engage quand on fait de l'innovation sociale, dans des milieux qui sont peut-être moins familiers avec ces concepts-là. Donc, je sais que ça a été utile là, pour des participantes là, de pouvoir présenter à leurs équipes, même aux parties prenantes, donc d'avoir vraiment un dialogue autour des idées avec des outils qui permettent de vraiment bien expliciter là, les différentes étapes. Merci. On a une nouvelle question de Anne-Claude Mijon. Concrètement, est-ce que les partenaires qui ont participé au processus de construction ont intégré à leur pratique ces outils-là ou est-ce que c'est encore à faire ou en cours? Je peux répondre en partie sur certains éléments. Moi, ce que je vous dirais, c'est que
Ben, dans le cadre de la démarche, on a, comme je l'ai dit durant la présentation, incité les différents participants à les tester à l'interne, les outils, notamment l'outil de grille d'évaluation des niveaux de maturité, dans l'objectif justement de vérifier à quel point ça s'appliquait bien dans leur propre organisation, avec leur propre projet, etc. Évidemment, le projet, c'était un projet de co-construction d'outils, puis c'est des prototypes auxquels on aboutit actuellement. Et on invite justement les différents participants et organisations intéressées à utiliser ces outils-là, puis à les tester, puis à envoyer leur rétroaction, notamment à Marie-Chantal du RQIS, pour avoir du feedback sur cette utilisation-là. Donc, je dirais que c'est un processus qui est en cours d'intégration. On était à l'émergence, justement, de l'outil. Et puis là, on va être c'est un peu aux différentes personnes intéressées à expérimenter à partir de cet outil-là pour voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis à nous fournir des rétroactions. Ouais. Donc, je vois qu'on n'a plus aucune question. Puis, ce que David vient de dire correspond à mon mot de conclusion. Donc, je vais en profiter, là. Oui, c'est ça. C'est encore à tester. Cet outil-là, on l'offre à l'univers, on l'offre plus particulièrement au réseau des personnes et organisations dont la mission est de soutenir l'innovation sociale au Québec. On les invite à tester cet outil dans leur contexte et à nous faire part de leur rétroaction, de leurs besoins. Donc, deux façons de rétroagir. Ben, d'abord, en écrivant à Marie-Chantal du RQIS, qui va s'occuper, selon le commentaire, de faire suivre aux autres personnes qui ont été impliquées dans le projet. Et ben, c'est ça, toujours sur le thème de la rétroaction, je précise qu'on va vous envoyer un petit formulaire par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Donc, je crois que quelqu'un va l'envoyer dans le chat pour que vous puissiez immédiatement faire part de votre appréciation par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Vous le recevrez également par courriel. Et comme dans les conclusions, ben, je vous invite là, à vous inscrire et à participer au troisième et dernier webinaire de la série qui va construire sur les deux précédents pour dire quelque chose sur comment évaluer en fonction comment évaluer un projet d'innovation sociale en fonction du niveau de maturité, quelles sont des attentes et des méthodes raisonnable. Et je rappelle aussi que ces webinaires-là, la série de webinaires est enregistrée. Donc, vous la trouverez bientôt, si ce n'est pas déjà fait pour le premier, sur la chaîne YouTube du RQIS et sur le site du RQIS au niveau dans la page correspondant au projet. Donc, si j'ai rien oublié, je pense que je vous souhaite un bon après-midi et merci pour votre participation.